L'islamo-gauchisme est un néologisme établissant un lien entre des personnalités classées à gauche ou à l'extrême gauche et les milieux islamiques ou islamistes. Utilisé par certains universitaires ou responsables politiques pour dénoncer cette proximité supposée, l'allocution est critiquée par d'autres qui l'estiment non pertinente, voire stigmatisante. Voici ce que dit Wikipédia sur l'islamo-gauchisme. Mais qu'en est-il ? L'islamo-gauchisme existe-t-il, ou ce terme sert-il uniquement à décrédibiliser des adversaires politiques ? Selon certains, l'islamo-gauchisme est une notion d'extrême droite, à mettre au même niveau que le racisme ou l'antisémitisme. Cette notion se doit donc d'être combattue, car l'extrême droite c'est mal, et puis... Après tout, pourquoi avoir une réflexion approfondie sur le sujet ? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Autant appeler à une chasse aux sorcières, comme ce tweetos qui invite à recenser les personnes utilisant publiquement le terme islamo-gauchisme. Cette attitude me rappelle de mauvais souvenirs, mais je pense que si la personne appelant à cette action se considère de gauche, ce recensement ne peut servir qu'au bien du plus grand nombre. Le magistère de la gauche a été de dire effectivement nous avons raison sur tout, et dans la grande logique sartrienne, nous allons reprendre en main un certain nombre de sujets. C'est-à-dire que toute cette gauche culturelle qui est très cérébrale, qui est très intellectuelle, se dit mais on n'a pas envie de voir le réel. Et comme effectivement on a estimé qu'il n'y avait d'intelligence que d'intelligence de gauche, et que quiconque pensait à droite disait des bêtises ou des sottises, eh bien on s'est interdit de voir ce que la droite disait de juste. Donc je pense que oui, le gauchisme culturel a imposé une espèce de chape de plomb. Je vais arrêter d'être ironique et tenter d'étudier avec plus d'attention ce qui se cache derrière ce terme. L'historien Nicolas Offenstadt s'est vu offrir l'opportunité d'exprimer son avis sur un plateau télévisé. Son intervention ayant buzzé, je me permets de reprendre ses propos pour initier cette vidéo. Pour le situer, Nicolas Offenstadt est un homme de gauche issu de la petite bourgeoisie et dont la spécialité est l'histoire du Moyen-Âge. Il n'a donc a priori ni plus ni moins d'autorité sur le sujet que moi qui suis docteur en biologie, mais il possède un accès privilégié aux médias pour exprimer son opinion, donc il fera ici référence. Il considère pour sa part que l'islamo-gauchisme n'existe pas, car il n'a pas été théorisé, et se demande en premier lieu ce qui se cache derrière la première partie du néologisme. L'islamo-gauchisme n'existe pas. C'est-à-dire qu'une théorie en isme, le libéralisme, le marxisme, le maoïsme existe. Il y a des corpus de référence, il y a des gens qui l'ont porté, il y a des gens qui ont réfléchi. L'islamo-gauchisme, vous ne le trouvez nulle part. Il n'y a pas de théoricien de l'islamo-gauchisme. D'ailleurs, on ne sait même pas exactement ce que c'est. C'est un concept assez flou, assez vague. Alors, islam, là-dedans, est-ce que c'est simplement la religion ? Est-ce que c'est ceux qui en ont une version radicalisée ? Est-ce que c'est ceux qui en ont une version terroriste ? Donc, on sait même pas. Et c'est vrai qu'il est important de bien définir les termes afin de pouvoir situer le sujet abordé. Existe-t-il une association entre l'islam et des idéologies de gauche ? Et si oui, quel islam et quelles idéologies ? Comme le fait remarquer avec humour ce post Twitter, s'agit-il de sunnito-léninisme ou de chiito-stalinisme ? Ou alors, est-il plutôt question de décrire des affinités entre hommes politiques de gauche et lobby musulman ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Eh bien, peut-être pas. Tout d'abord, contrairement à ce que Nicolas Offenstadt laisse entendre, l'islamo-gauchisme pourrait faire référence à une pensée théorisée par l'historien trotskiste Chris Arman en 1994, visant à revendiquer des alliances avec des islamistes radicaux dans le cadre d'une lutte commune contre l'impérialisme et l'État. Bien sûr, il ne s'agit ici que d'une stratégie politique et militante, et rien n'assure qu'une alliance réelle existe dans la société entre islamistes et militants trotskistes. Ensuite, Michel Onfray décrit pour sa part l'islamo-gauchisme comme une alliance militante entre des milieux islamistes et des milieux d'extrême gauche, en prenant pour exemple la cause palestinienne. Vous avez une frange islamo-gauchiste, par exemple, à la France Insoumise ou au Parti communiste. Tous les gens qui aujourd'hui défendent la cause palestinienne, qui évidemment est défendable, le font souvent en haine des Juifs. Cette définition correspond d'ailleurs à la première utilisation du terme islamo-gauchisme par l'historien Pierre-André Taguieff en 2002, qui parlait alors d'alliance entre militants de la Ligue communiste révolutionnaire et des activistes du Hamas, du djihad islamique et du Hezbollah au début des années 2000. Michel Onfray explique par ailleurs que le seul point de différenciation entre la France insoumise et le Rassemblement national concerne l'islam et l'immigration. Admettons qu'il y a un calque lepéniste, mettez-les l'un sur l'autre, ils coïncident absolument, sauf sur la question de l'islam. Sauf sur la question de l'islam, de l'immigration, et sur ce sujet-là, alors que sur le restant, ils sont d'accord. C'est pas quantifiable, mais on peut dire 90%. Sur les 10%, immigration, cause de l'immigration, c'est une chance, nous dit Mélenchon. C'est un problème, nous dit Marine Le Pen. Mais effectivement, je comprends qu'elle l'attaque sur ce sujet-là, parce qu'elle ne peut pas l'attaquer sur les autres. Ainsi, l'extrême droite tente de se différencier de l'extrême gauche via la question de l'islam, car les deux extrêmes luttent en réalité pour s'accaparer le vote populaire en proposant des mesures sociales et économiques relativement proches. Proposition que les bien-pensants jugeront populistes.
En réponse, la France insoumise se défend tout naturellement de ces attaques. La France insoumise, vous êtes au cœur d'une polémique sur l'islamo-gauchisme. Attendez, d'une campagne de calomnie, c'est pas une polémique, c'est une campagne de calomnie. C'est vous qui le dites, parce que l'an dernier, vous avez participé à une manifestation contre l'islamophobie, c'était le 10 novembre dernier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez redescendre dans la rue pour les mêmes raisons contre l'islamophobie? Alors, Brigitte Boucher, la raison de cette manifestation était le fait qu'un homme, qui par ailleurs était un ancien élu du Rassemblement national, avait tiré au fusil sur une mosquée à Bayonne. L'islamo-gauchisme est donc un terme rhétorique visant à créer une distanciation vis-à-vis de l'adversaire politique sur le seul point réellement clivant. Mais dans les faits, il est plus probable que l'alliance entre gauche et islam soit implicite, du simple fait que la droite et l'extrême droite assument des idées radicales en termes d'immigration ou de rejet des étrangers. Il apparaît ainsi naturel que le vote musulman se dirige principalement vers les partis de gauche. Selon les estimations qui sont faites par des instituts de sondage, les musulmans voteraient 2 fois plus à gauche que la population générale. Entre 75 et 80% des votes musulmans étaient par exemple pour la gauche en 2002, au premier tour, contre 43% pour la population générale, et de 56% contre 27% en 2017. Il y a donc, au moins en termes de vote, une affinité entre la gauche et les musulmans. Et cette affinité s'affiche publiquement, avec notamment le recteur de la Grande Mosquée de Lyon qui appelait en 2017 les musulmans à voter lors des élections présidentielles, en réponse aux idées rétrogrades, ou la Grande Mosquée de Paris qui appelait lors des mêmes élections à voter pour Emmanuel Macron. Cela questionne le principe de laïcité, et l'on peut se demander si des représentants d'ordre religieux doivent orienter des votes, alors que l'État, de son côté, s'interdit de privilégier une quelconque religion. Mais au-delà de ça, cela révèle que la religion, et en particulier la religion musulmane, et la politique sont entremêlés. Plusieurs politiciens s'étant notamment affichés avec le collectif contre l'islamophobie en France, CCIF, un collectif infiltré par de nombreux islamistes radicaux. Je manifesterai toujours pour protester contre le fait que certains de nos concitoyens, en raison de leur conviction spirituelle, de leur religion, soient agressés. Même aux côtés des salafistes et des frères musulmans? Alors, si une synagogue est agressée, je ferai pareil. Ensuite, aux côtés des salafistes et frères musulmans, je ne sais pas de quoi vous parlez. De quoi vous parlez? Du CCIF notamment? D'accord, alors ça n'est pas exactement, mais on va dire 2 mots. Alors, Monsieur Darmanin a fait meeting en 2013 avec le CCIF. Est-il un allié des salafistes et des frères musulmans? À Tourcoing, vous voulez dire? À Tourcoing. Monsieur Delevoye, ancien ministre et qui a fait un trajectoire, a signé une tribune. La dissolution du CCIF, Attendez, il a signé une tribune. Moi, ce que je n'ai jamais fait en 2015 avec le CCIF. Est-ce que ces 2 membres du gouvernement qui ont fait meeting commun, pas pour apporter la contradiction, ou qui ont signé une tribune avec le CCIF, sont-ils des alliés des salafistes? Le sont-ils? J'ai évoqué précédemment le fait qu'il était naturel que les musulmans votent pour des candidats leur permettant de vivre dans un cadre protégé, c'est-à-dire pour des candidats ne ramenant pas tout à l'islamisme. L'islamisme, l'idéologie islamiste, de quelques islamistes. Vous avez écrit ce livre-là, Gérald Darmanin, je le montre, le séparatisme islamiste. L'islamisme politique, radical, l'islamisme tout court. Mais au-delà de ça, un problème politique réel existe concernant le clientélisme. Ce problème est ancien et ne concerne pas uniquement les religions. De nombreux maires et élus ont en effet tout intérêt à s'attirer des votes en favorisant certaines communautés. C'est d'ailleurs l'une des nombreuses limites de l'élection, mais là n'est pas le sujet. La question est délicate, car il est normal de mettre en place un programme contentant ses électeurs, et certaines mesures peuvent s'avérer profitables pour une communauté, sans que cela ne gêne le reste de la population. Cependant, pour certains, les bénéfices dont dispose la communauté musulmane en France posent question. Un premier débat concerne la légitimité d'accès à des lieux de culte financés par de l'argent public. Ainsi, de nombreux maires ayant octroyé des terrains à des associations musulmanes ou leur ayant fait bénéficier d'argent public pour la construction de mosquées ont été vivement critiqués. La question est délicate car il est nécessaire d'offrir l'opportunité à tous les croyants d'exercer leur culte tout en maintenant une séparation stricte entre l'État et les religions. L'histoire de France étant à l'origine tournée vers le catholicisme, les églises sont déjà implantées sur le territoire alors que les mosquées nécessitent une remise à niveau pour prendre en compte l'immigration des 70 dernières années. Il serait alors logique, et je pense que de nombreuses personnes ont cette opinion, de simplement faire reposer la charge financière de la construction des mosquées sur la communauté musulmane, par exemple par l'intermédiaire de dons. Mais le risque, pris en compte par nos politiciens, serait alors l'intervention de pays tiers, tels que l'Arabie Saoudite, dans le financement des monuments religieux et l'influence de leur part sur les musulmans de France, pouvant mener à de la radicalisation. L'autre débat concerne la question du racisme, et plus spécifiquement de la discrimination des populations dites racisées, qui, disons-le clairement, correspond en France aux populations d'origine africaine et maghrébine. Leur difficulté à s'intégrer, quelles qu'en soient les raisons, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, a mené à des politiques de discrimination positive.
Partant d'une bonne intention, ces politiques ont en réalité participé à cliver la société, avec d'une part ceux pensant que l'intégration est un prérequis à l'égalité de traitement entre les individus, et ceux pensant que cette discrimination positive mènera à terme à l'intégration des minorités. Bien intelligent est celui qui sait quelle position est la meilleure. Malgré tout, force est de constater qu'en parallèle de ces politiques dites inclusives, une part importante de la population a fini par se retourner contre les musulmans, tout en créant un sentiment victimaire au sein des familles d'immigrés ne réussissant pas leur intégration. Selon moi, l'islamo-gauchisme correspond donc à ce mélange de clientélisme et de discrimination positive, aujourd'hui modernisé suite au mouvement afro-américain, visant à culpabiliser à outrance la population blanche pour qu'elle se repente des péchés de ses ancêtres. Bien évidemment, cela alimente encore le clivage au sein de la population. L'islamo-gauchisme existe donc bien et correspond à une alliance politique implicite contre l'État, entre une gauche luttant contre le modèle économique capitaliste et des lobbies musulmans visant à s'octroyer des bénéfices au sein de la société. De façon plus pragmatique, cette alliance s'observe par des décisions politiques locales, telles que des horaires d'ouverture de piscines publiques dédiées aux femmes, la présence de nourriture halal au sein d'établissements publics ou l'aide à la construction de mosquées. De plus, les musulmans profitent d'une lutte commune pour plus d'égalité entre les individus, par le biais de la discrimination positive et d'une culpabilisation de l'homme blanc hétéro, considéré structurellement comme dominant au sein de la société. Alors, est-ce que l'islamo-gauchisme doit être comparé au judéo-bolchevisme, voire au judéo-maçonnisme ? Des termes utilisés dans les années 30 pour stigmatiser les juifs et expliquer que les malheurs des populations européennes, et en particulier de la population allemande, ne venaient pas de la crise économique et du capitalisme, mais d'un complot juif et du communisme, avec pour conséquence la persécution que nous connaissons tous. Passé le point Godwin, je pense que cette comparaison est exagérée. Certes, une frange extrême de la population pense certainement que les Arabes volent le travail des Français, ou que la violence serait bien moindre sans les musulmans. L'islamisme, l'idéologie islamiste. Mais c'est probablement oublier les violences passées et nier les corrélations sociales qui existent entre les jeunes de quartier et leur difficulté à s'insérer. Est-ce qu'il y a des gens à qui il est normal de casser la figure, par exemple? Ouais, les tantes. Ce qui se passait avant, c'est que les gars, des fois, ils avaient des couteaux, des ceinturons, des trucs comme ça sur eux, qu'il faut mieux éviter d'avoir maintenant, qu'on évite d'emporter. C'est fini, ça? Oh, c'est fini, parce que ça nous attire plutôt les ennuis qu'autre chose. Non, ce qui se passait, c'est qu'avant, on était tous les soirs au square, on rentrait du boulot. Ouais. Là, on se réunissait au square automatiquement, alors ça fait que toutes les demi-heures, il y avait les flics qui passaient, puis automatiquement, on se retrouvait emballés au poste. Ah, là-bas, qu'on fasse rien du tout, ils nous demandent nos papiers, comme on est de Montreuil, aussitôt, au poste. Et bien sûr, il faut être vigilant face aux propos d'extrême droite et s'assurer que le racisme ne s'insinue pas dans la société. Mais soyons réalistes, les musulmans sont loin d'être persécutés comme les juifs ont pu l'être dans les années 30 et 40. Quant aux utilisateurs du terme islamo-gauchisme, pour ceux qui savent un tant soit peu de quoi ils parlent, essaient seulement d'utiliser un néologisme, certes simpliste mais évocateur, pour parler de questions et de problèmes bien réels, remportant l'adhésion de plus en plus de Français. Essayer d'enterrer ces problèmes en niant ou moquant le terme d'islamo-gauchisme n'aura pour d'autre effet que de laisser se développer les problèmes, tout en radicalisant encore plus le débat public. T'as vu ça, je ferme les yeux. Ah, je ferme les yeux pour faire pareil comme l'espèce de grand con qui est là juste à côté. Hey, quand tu fermes les yeux, tu vois rien. Je pense donc qu'il serait préférable que la question soit évoquée de l'extrême gauche à l'extrême droite, justement pour ne pas laisser l'extrême droite s'accaparer cette idée, et qu'elle puisse être abordée sous d'autres angles que l'immigration et l'islamisme. L'idéologie islamiste. Enfin, l'islamo-gauchisme gangrène-t-il les universités comme l'a évoqué Frédérique Vidal, notre ministre de l'Éducation nationale? Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais ce n'est à mon avis pas le cas. Le problème vient selon moi principalement d'un manque de moyens attribués aux instituts de recherche et aux universités, notamment suite à la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, LRU, et cette utilisation du terme islamo-gauchisme complètement mal à propos, est soit une énorme maladresse de la part de Frédérique Vidal, chose très probable connaissant l'incompétence de nos ministres, soit une basse manœuvre de diversion pour éviter d'aborder les restrictions budgétaires continues des universités et de la recherche en France. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour y voir un peu plus clair. À bientôt. Hey, chantons together. Holly ho ho ho. Holly ho ho ho. Holly ho. Holly ho. Meow. What fish fish wet wet. Oh. What ho ho ho. Pretty little lula. Chicka chicka chacka lulu. Sweet little pull little ho ho luddy. Oh. Okay.